Le roi de France Louis XVIII décide en 1817 d'abolir la traite des Noirs. Les colons transgressent cette loi en faisant entrer clandestinement des esclaves, souvent avec la complicité des forces de l'ordre et de la justice. Quelques-uns d'entre eux proposent au gouvernant d'accepter l'importation de travailleurs munis d'un contrat d'engagement. En 1828, les premiers convois d'engagés indiens arrivent. À partir de 1844, des engagés chinois puis africains débarquent et prouvent que l'esclavage est un système dépassé et que l'engagisme représente désormais la modernité. Tous les vieux esclaves marrons qui étaient encore dans les bois au 20 décembre 1848 n'ont pu recevoir un nom patronymique, faute d'un contrat d'engagement. Leur retour devenait impossible. Le 27 avril 1848, le député de la Martinique et de la Guadeloupe, Victor Schœlcher, signe le décret d'abolition de l'esclavage. À La Réunion, l'abolition ne peut pas intervenir avant l'arrivée du commissaire chargé de son application. Celle-ci se produit le 14 octobre. Les résistances des colons esclavagistes empêchent l'application du décret juste après son arrivée. Plus de 62 000 esclaves de cette île obtiennent la liberté le 20 décembre 1848 après la manipulation de la canne. La libération ne provoque pas de troubles révolutionnaires dans l'île. L'ordre ancien est ébranlé. Un jour de joie contenu pour les affranchis. Leur humanité ne leur est plus contestée. Mais l'or n'est pas la réjouissance, car ils doivent prouver qu'ils méritaient d'être libres en travaillant. Sarda leur rappelle que la liberté est inséparable de l'ordre et du travail. Si l'abolition de l'esclavage se passe à La Réunion sans effusion de sang, les affranchis y sont pour quelque chose. Si la ruine de l'économie prévue par tous ceux qui disposent d'un pouvoir ne se produit pas, c'est bien parce qu'ils ont été respectueux de la propriété. Les affranchis n'ont pas déserté massivement les habitations au lendemain de l'abolition ou encore au moment de l'expiration de leur premier contrat en 1949 pour les talentueux et les domestiques, en 1850 pour les piocheurs. Ils ont pour la plupart négocié un second contrat jusqu'à la fin de l'année 1851. 67% des affranchis sont munis d'un contrat d'engagement. Nul ne peut affirmer qu'à ce moment, ils ne sont pas repérables dans l'espace et qu'ils ruinent l'économie. Le procureur confirme au gouverneur le 12 octobre 1860 que les affranchis n'ont pas abandonné le travail au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qu'ils n'ont pas été les fossoyeurs de l'économie. Depuis la loi du 18 juillet 1845, les esclaves peuvent se procurer de biens mobiliers et immobiliers. Dès que la nouvelle de l'abolition circule dans la colonie, ceux et celles qui possèdent un pécule se lancent dans l'achat de terres. Le 17 juin 1848, Louise achète à Saint-Paul un terrain d'emplacement nu de 16 mètres carrés pour 600 francs, soit 37 francs 50 le mètre carré. Prix exorbitant, puisque le 2 juin, un terrain de 929 mètres carrés a été vendu à une personne blanche 50 centimes le mètre carré, soit 75 fois moins cher. En 1848, les maîtres de l'île Bourbon acceptent l'abolition de l'esclavage à condition que l'État leur verse une indemnité pour les dédommager de la perte de leurs esclaves. La loi Taubira du 21 mai 2001 qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité. La date du 10 mai a été retenue comme date commémorative de ce fait historique, comme date de son évocation dans les établissements scolaires français.